Donc la soirée continue. Avant de passer à la deuxième table ronde, deuxième plateau, Michael Ashdenberg. Mika, tu nous expliques ce qu'on fait avant de démarrer le deuxième plateau. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Et moi aussi, je voudrais vous remercier d'être là. Je ne sais pas si vous en rendez compte, je voudrais aussi remercier les journalistes qui sont là ce soir, parce que sans Fabrice Arfi, sans Karl Lasquet, il n'y aurait pas de... C'était pas pour... C'était pas pour les faire applaudir. Et sans Marine Turki qui est là et qui parlera du procès du Rassemblement National, il n'y aurait pas... Il n'y aurait pas eu ces procès. Mais sans vous, et je pense parce que je dis vous, parce que je pense qu'une bonne partie d'entre vous est abonné à Mediapart dans la salle, en tout cas un certain nombre, sans vous non plus, il n'y aurait pas eu ces procès. Je ne sais pas si vous le réalisez, parce que c'est grâce à vous que ces enquêtes ont pu être menées, et ont pu être menées pendant tant d'années. 14 ans d'enquête, en fait, ça a un coût, ça a un prix pour une rédaction de mobiliser des journalistes pendant tant de temps sur ces histoires. Et ça n'est possible que grâce à nos abonnés. Donc c'est vous qu'on voudrait aussi avant tout remercier ce soir, en plus d'être là. On a parlé dans un premier temps de l'affaire libyenne, et vous avez compris en quoi elle est exceptionnelle par son ampleur, exceptionnelle par ce qu'elle représente. Et en même temps, ce soir, on a voulu aussi vous parler d'autre chose, parce que cette affaire libyenne, finalement, c'est celle qu'on voit, elle constitue peut-être le paroxysme, quelque part, de la corruption, celle qui éclaire le plus ces faits. Mais dans toutes les affaires, il n'y a pas un ancien président de la République, et pourtant, il y en a beaucoup d'autres qu'on traite à Mediapart. Antoine Rouget, qui est là à la tribune, est un des journalistes qui traite la corruption chez nous au jour le jour, et il a eu l'idée, en fin d'année dernière, de montrer cela en récapitulant tout ce qui avait trait à la corruption et aux affaires de corruption pendant un mois. Et on s'est dit qu'on allait le refaire ce soir, à l'échelle du premier trimestre de l'année 2025, depuis le 1er janvier, pour qu'on prenne la mesure de ce que représente ce mal dans notre société. Pour donner à entendre l'ampleur du phénomène, et encore qu'une seule partie du phénomène, parce qu'on s'est contenté de lister tout ce qui avait trait et tout ce qui avait des répercussions judiciaires. Il y a plein d'autres choses dont vous n'allez pas entendre parler, parce que tout n'a pas des répercussions judiciaires. Il y a plein d'histoires qu'on traite avec des problèmes de déontologie, des problèmes d'éthique, et qui ne constituent pas des délits pénaux. Et puis il y a toutes les affaires qui sont apparues déjà au cours des 3 premiers mois de l'année, en 2025, et qui n'ont pas encore de développement judiciaire, et qui en auront peut-être un jour. Alors bien sûr, ça fait une masse incroyable qui mêle des choses différentes. Et on a bien conscience qu'on agrège des choses qui sont parfois de l'ordre de la condamnation définitive, parfois on en est qu'au stade de l'instruction, et on agrège aussi des affaires d'une importance plus ou moins importante. Mais on a voulu faire cet inventaire, non pas pour crier au tous pourris ou au dégagisme, comme certains voudraient caricaturer notre propos, mais simplement pour donner à voir. À voir, parce que chacune de ces affaires n'est pas un fait divers, comme on a tendance à le considérer. On les prend une par une, et personne ne leur donne sens. Alors nous, c'est vrai qu'on considère que c'est un peu de notre mission, notre devoir, de montrer cette ampleur, parce que beaucoup, y compris parmi les responsables politiques, détournent le regard, et y compris parmi les médias, ne veulent pas voir. Donc on a dressé cette liste qu'on va vous donner à entendre maintenant. Alors, 3 janvier 2025, le parquet national financier enquête sur des soupçons de corruption au sein du service des achats du ministère de l'Intérieur. Un général de gendarmerie a été suspendu. L'affaire met aussi en cause un intermédiaire déjà condamné en 2011 dans un marché d'armement. 8 janvier, la directrice générale des services de la commune d'Anou, près d'Épinal, est condamnée pour avoir détourné à son usage personnel 2 000 € de peinture. 9 janvier, la préfète du Rhône prononce la démission d'office du maire LR de Caluire-et-Cuire, Philippe Cochet, condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 ferme et 5 ans d'inéligibilité avec application immédiate, pour des détournements à hauteur de 750 000 € lorsqu'il était député. Il conteste la décision devant le Conseil d'État. 13 janvier, Philippe Tabarot, le nouveau ministre des Transports, est au cœur d'une enquête judiciaire pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics. En cause, ses diverses fonctions et rémunérations au Canet, la commune naguère dirigée par sa sœur Michèle Tabarot.
Le 15 janvier, perquisition à la mairie et au domicile du maire d'Ajaccio. Stéphane Spragia est visé dans le cadre de 2 enquêtes préliminaires ouvertes, notamment pour abus de confiance, prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics. Le 16 janvier, le tribunal administratif de Paris condamne l'État à indemniser 2 magistrats anticorruption qui avaient été violemment attaqués par leur ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, dans l'affaire Sarkozy-Bismuth. 17 janvier, le parquet de Nice élargit l'enquête visant la juge Hélène Gerhardt, déjà poursuivie pour 12 délits présumés en lien avec ses relations avec la mafia corse et détournement de fonds publics. 18 janvier, l'homme d'affaires Stéphane Courby, condamné dans l'affaire Bettencourt et promu dans l'ordre de la Légion d'honneur. L'éphémère ministre MoDem Sylvie Goulard est également décorée. En 2017, elle avait remboursé 45 000 € au Parlement européen pour un emploi d'assistant fantôme. 21 janvier, le majordome de Jean-Marie Le Pen est condamné pour fraude fiscale. Gérald Gérin a dissimulé au fisc un trust basé aux îles Vierges qui a abrité près de 2 millions d'euros sous forme de lingots d'or. Et la justice a soupçonné que ce soit la fortune cachée du fondateur du FN. 24 janvier, le conseil municipal d'Oron, dans les Bouches-du-Rhône, retire une délibération qui octroyait la protection fonctionnelle au maire, André Berthéraud. Ce dernier est notamment poursuivi pour des faits présumés d'escroquerie, faux et usage de faux et détournement de fonds publics. 28 janvier, Jean-Claude Ferraud, ancien maire LR de Trest dans les Bouches-du-Rhône, est condamné à 18 mois de prison avec sursis, assorti de 5 ans d'inéligibilité pour des marchés truqués. Si on avait dû prendre tous les faits de favoritisme, on se retrouverait avec une centaine de poursuites, a déclaré le procureur. L'élu a déjà été condamné 1 an plus tôt pour des faits de vol et harcèlement. 31 janvier, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Franck Supplisson est condamné à 3 ans de prison, 5 ans d'inéligibilité et 15 ans d'interdiction de gérer une entreprise pour escroquerie au jugement. Il a déjà été condamné dans une autre affaire de détournement de fonds publics. 3 février. Le maire de Hamécourt, Jean Toniolo, est entendu par la SRPJ pour ses frais de bouche aux frais du contribuable. 5 février, le président du PSG et ministre du Qatar, Nasser El Khelaifi, est mis en examen pour complicité d'achat de vote et d'atteinte à la liberté du vote dans un volet de l'affaire Lagardère. 7 février, relaxé en première instance, l'ancien ministre Olivier Dussopt est condamné à 15 000 € d'amende, dont 10 000 avec sursis, par la Cour d'appel de Paris pour favoritisme. 8 février, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, passe sa première nuit de détention à domicile. La veille, il s'est fait poser un bracelet électronique en raison de sa condamnation définitive à 1 an de prison pour corruption dans l'affaire Bismuth. 9 février, le vice-président du RN, David Racheline, est renvoyé devant le tribunal pour prise illégale d'intérêt. L'affaire porte sur ses conditions de nomination à la tête de 2 sociétés d'économie mixte de la ville de Fréjus, dont il est le maire. 10 février, la France dégringole dans le classement de la lutte contre la corruption dressé par Transparency International. Pour la première fois, le pays est classé parmi ceux risquant de perdre le contrôle de la corruption, s'inquiète l'ONG. 11 février, le groupe Paprec, numéro 2 en France du traitement des déchets, signe une convention judiciaire mentionnant des faits susceptibles d'être qualifiés d'entente, corruption, favoritisme et blanchiment. Il s'engage à payer une amende de 17,5 millions d'euros. Dans ce dossier a été mis en examen pour favoritisme, corruption passive et prise illégale d'intérêt l'ex-sénateur et maire LR de Compiègne, Philippe Marini. 12 février, l'épouse de l'ancien ministre Olivier Stiern est mise en examen dans une vaste enquête de trafic d'influence visant le roi des fourrières parisiennes. 13 février, l'ancien Premier ministre Jean Castex est placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour des détournements de fonds publics dans les Pyrénées-Orientales, où il a été élu local. 14 février, l'ancienne maire de Thuy, c'est dans les Hautes-Pyrénées, est condamnée pour prise illégale d'intérêt à 5 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Elle occupait illégalement un logement social de sa commune pour un loyer modique, 120 € par mois pour 120 mètres carrés. 19 février, un fonctionnaire de la mairie d'Anglet dans les Pyrénées-Atlantiques est placé en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir détourné 3 millions d'euros. 20 février, l'ancien maire LR de Levallois-Perret, Patrick Balkany, qui doit encore purger 14 mois de détention, fait part de son intention de se présenter au municipal 2026. Il demande la levée de sa peine d'inéligibilité à 10 ans. Je préfère mourir dans mon bureau de maire que sur le canapé de mon salon, justifie-t-il en interview.
25 février, Victorin Lurel, ancien président socialiste de la région de Guadeloupe, est auditionné comme suspect libre dans le cadre d'une enquête portant sur les marchés de la construction de l'institution culturelle dédiée à l'histoire de l'esclavage. 3 mars, le procès du maire LR de Tarbes, Gérard Trémège, pour favoritisme, devait s'ouvrir à Pau, mais l'audience est repoussée, faute de magistrats disponibles. La nouvelle date n'est pas connue pour cet élu, déjà condamné. 4 mars, le grand chancelier de la Légion d'honneur, François Lecointre, confirme que les textes prévoient le retrait des décorations de Nicolas Sarkozy. Mais Emmanuel Macron s'oppose à cette décision. 5 mars, Augustin de Romanet et Jean-Pierre Jouyet, anciens dirigeants de la Caisse des dépôts, sont condamnés pour avoir accordé des contrats de complaisance au criminologue Alain Bauer, lui aussi condamné. 6 mars, la Cour d'appel de Paris confirme la condamnation pour favoritisme de Michel Fénard, ancien maire de Beau-de-Provence, pour l'attribution d'un marché des carrières de lumière au lieu touristique de la commune. 7 mars, l'ancien patron du renseignement intérieur, Bernard Squarcini, est condamné à 4 ans de prison, dont 2 fermes, pour des activités illicites, notamment au profit du groupe de luxe LVMH. 8 mars, ancien président LR du département de la Somme, Stéphane Aussoulier reçoit une assignation à comparaître pour la restitution de son logement social à Paris, qu'il occupe depuis 1998. L'élu a été condamné pour détournement de fonds publics en 2024. 9 mars, toujours cette semaine, Guillaume Ménard, le maire démissionnaire de Vandeuil-Caply, dans l'Oise, est condamné pour détournement de fonds publics. Il a détourné les fonds de la carte Leclerc de la commune. 11 mars, l'hôtel de la métropole de Toulon est perquisitionné dans le cadre d'une enquête pour des soupçons d'emploi fictif concernant le fils de l'épouse d'Hubert Falco, ancien maire de Toulon, condamné pour détournement de fonds publics. 13 mars, nouveau scandale au Parlement européen. 2 ans après le Qatar Gate, Huawei se serait offert le service d'eurodéputés de différentes nationalités pour relayer son lobbying. 14 mars, le président LR du département des Hautes-Alpes est condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 10 000 € et 3 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds, prise illégale d'intérêt et favoritisme. 15 mars, cette semaine-là, l'ancien maire PCF de Givors, Martial Passy, est condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 € d'amende et 1 an d'inéligibilité pour avoir utilisé ses frais de représentation à des fins personnelles. Il s'agissait de bouteilles de vin, vestes en cuir ou encore des jouets. 17 mars, Pierre Alessandri, un agriculteur de 55 ans, est tué de 2 balles dans le dos dans son exploitation de Corse du Sud. Ce syndicaliste dénonçait avec force les dérives et détournements de fonds dans le monde de l'agriculture insulaire. 18 mars, les bureaux du maire de Nice, Christian Estrosi, sont perquisitionnés dans le cadre d'une enquête pour corruption sur des cadeaux reçus par l'artiste Richard Orlinski, qui a bénéficié de contrats avec la collectivité. 19 mars, le collectif Restitution Afrique, composé de 11 ONG, porte plainte contre le milliardaire d'extrême droite Vincent Bolloré devant le parquet national financier en raison de ses liens étroits et assumés avec les élites politiques et économiques du Ghana, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Togo et de la Guinée, entretenus par le groupe Bolloré en vue de s'enrichir sur le dos des populations locales. 20 mars, Rachida Dati, actuelle ministre de la Culture, demande à la Cour d'appel de Paris l'annulation du réquisitoire du PNF qui requiert son procès pour corruption et trafic d'influence dans un des volets de l'affaire Carlos Ghosn. 21 mars, poursuivi pour prise illégale d'intérêt et corruption passive, Thierry Cousin, le maire UDI de Saint-Privé-Saint-Mémin dans le Loiret, est menacé de 3 ans de prison, dont un ferme, soit la peine requise à son encontre par le tribunal correctionnel d'Orléans. 22 mars, la Cour de cassation se réunit pour examiner le pourvoi du maire de Sète, François Comène, condamné en 2023 par la Cour d'appel de Montpellier à 5 ans d'inéligibilité et 1 an de prison avec sursis pour détournement de fonds publics. 23 mars, en Polynésie, l'ancien maire de Papara, Putaitae, son épouse Sonia Pounoa, actuelle maire de la commune, sont reconnus coupables de détournement de fonds publics et de recel. Ils ont utilisé des ressources communales pour des travaux sur un terrain familial. 26 mars, le parquet de Lyon demande le renvoi du maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, pour chantage, association de malfaiteurs et détournement de fonds publics dans l'affaire de la sextape. 27 mars, le ministère de l'économie et des finances est perquisitionné dans le cadre d'une enquête sur des faveurs fiscales accordées à l'oligarque russe Souleymane Kerimov. L'associé de la fille de Brigitte Macron est également visé par l'enquête. 28 mars, le Conseil constitutionnel rejette la demande d'un maire de Mayotte
qui contestait l'exécution provisoire de sa condamnation pour détournement de fonds publics. 30 mars. Marine Le Pen est reconnue coupable de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du RN. Elle écope de 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans fermes, aménageables avec un bracelet électronique, à 100 000 € d'amende et à 5 ans d'inéligibilité, avec exécution provisoire. Le maire de Perpignan, Louis Alliot, est condamné à une peine de 18 mois de prison, dont 6 mois fermes, sous bracelet électronique, avec une amende de 8 000 € et une inéligibilité de 3 ans. Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Bruno Gollnisch, Dominique Bild, Mylène Trozinski, Marie-Christine Boutonnet, Fernand Le Rachinel, ainsi que 12 anciens assistants parlementaires sont également condamnés, tout comme le FN en tant que personne morale. Le parti a déjà été condamné définitivement en juin 2024 dans l'affaire des kits de campagne. 1er avril, maire des Hauts-d'Anjou, dans le Maine-et-Loire, Marilyn Lézé est reconnue coupable de détournement de fonds publics, faux et usage de faux, par le tribunal correctionnel d'Angers, en cause de fausses notes de frais de déplacement pour 2 élus. 2 avril, le maire de Nice, Christian Estrosi, est visé par une nouvelle perquisition. Avec sa femme Laura Tenouji, il est soupçonné de détournement de fonds publics. L'enquête porte sur les conditions d'organisation et de financement de 2 événements récents, dont l'Eurovision Junior. 3 avril, les plus hautes fonctions de l'État ne sont pas un blanc-seing, rappelle le procureur lors du procès de Nathalie Elimas. 10 mois de prison avec sursis, 3 ans d'inéligibilité et 10 000 € d'amende sont requis contre l'ex-secrétaire d'État du MoDem, jugé pour harcèlement moral. 4 avril, le juge d'instruction chargé de l'enquête ouverte en 2010 sur des biens gabonais de la famille Bongo, acquis de façon frauduleuse en France, annonce la fin des investigations. La perspective d'un procès se rapproche. 5 avril, le tribunal de Vannes condamne Franck Chevrel, un chef d'entreprise morbihanais, par ailleurs ex-candidat du parti Reconquête aux législatives, à 2 ans de prison pour abus de biens sociaux et pratiques commerciales trompeuses. 6 avril, Marine Le Pen manifeste contre sa condamnation à Paris. Visé par une enquête pour détournement de fonds publics, Éric Ciotti propose de supprimer l'exécution provisoire des peines. 7 avril, série de perquisitions à l'hôtel de région de Guadeloupe dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de détournement de fonds pour la biodiversité. La région est présidée par Harry Chalus, élu Renaissance, condamné en 2024 pour abus de confiance. 8 avril, la mairie de Lavalette, près de Toulon, est perquisitionnée dans le cadre d'une enquête sur des marchés publics truqués. Le maire LR Thierry Albertini est visé par plusieurs plaintes pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds. 9 avril, l'Assemblée nationale accède à la demande de levée d'immunité parlementaire de l'élu Horizon de Corse du Sud, Xavier Lacombe, suppléant du ministre Laurent Marcangeli. Le député est mis en examen pour complicité de faux dans une affaire de fraude électorale. Voilà, c'était long, hein, et pour cause. La suite de la soirée...